Bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de l'histoire française. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui pèse lourd, la dette publique. Un sujet complexe, oui. On a épluché pas mal d'analyses historiques, de données économiques aussi, pour essayer de comprendre comment on est passé de cette dette royale qui a un peu mis le feu aux poudres à la Révolution, Mhm. à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Notre mission, dépasser les chiffres, voir un peu les forces politiques, économiques derrière tout ça. Absolument. Et il y a des moments assez incroyables dans cette histoire. Par exemple, vous saviez qu'en 1797, juste après la Révolution, l'État a tout simplement annulé les 2 tiers de sa dette. La fameuse banqueroute des 2 tiers, oui, un moment clé. Voilà, ça donne une idée des secousses, quoi. Alors, comment cette dette est devenue ce qu'elle est? C'est une très bonne question, parce que justement, l'histoire n'est pas du tout linéaire. La dette, elle n'a pas toujours eu la même fonction, le même rôle. C'est-à-dire? Sous l'Ancien Régime, c'était un fardeau, écrasant. Oui, La Révolution l'a quasiment effacé, radicalement, et puis au XIXe siècle, on l'a réutilisé. Pour financer les guerres, bien sûr, mais aussi pour reconstruire, moderniser. d'accord, chaque époque a son approche. Exactement. Alors, commençons par là, la fin de l'Ancien Régime. Les sources parlent d'une dette colossale, quelque chose comme 80% du PIB en 1789. C'est en partie lié au financement de la guerre d'indépendance américaine, c'est ça? Oui, en partie. Et concrètement, ça voulait dire une situation financière intenable pour la monarchie. Intenable. Les caisses étaient vides, les impôts rentraient mal, et puis surtout, la confiance des prêteurs, elle était au plus bas. C'est vraiment cette crise financière gravissime qui a forcé Louis XVI à convoquer les États généraux. L'Assemblée qui va tout déclencher. Précisément. Une assemblée qui n'avait pas été réunie depuis 1614. Et donc arrive cette banqueroute des 2 tiers en 1797. Solution radicale. Quel impact ça a eu en vrai? Radical, c'est le mot. Ça a permis d'assainir les finances de l'État, c'est vrai. Un nouveau départ, en quelque sorte. Mais au prix de la ruine de très nombreux créanciers et des citoyens qui détenaient ces titres. Un reset brutal. C'est ça. Très différent de Napoléon ensuite, qui lui va maintenir une dette très très faible, autour de 20% du PIB vers 1813. Et comment il faisait? Il finançait ses campagnes largement par le pillage et les contributions forcées des pays vaincus. Une autre méthode. D'accord. Le 19e siècle, ça semble être un tournant. La dette devient un outil, plus seulement un problème. Exactement. On voit un changement de rôle. Sous la Restauration, par exemple, elle sert d'abord à indemniser les nobles émigrés. Ah oui, Et puis, il y a le choc de 1871, la défaite contre la Prusse. Ça coûte 5 milliards de francs d'or d'indemnité. C'est énorme. et la dette qui explose à nouveau. Elle bondit, oui. Elle repasse au-dessus des 80% du PIB. Et pourtant, les sources insistent sur le succès fou des emprunts lancés par tiers pour payer cette somme. Comment on explique ça? Alors, il y a eu un vrai élan patriotique, c'est sûr, mais aussi il faut dire que les conditions financières étaient assez attractives pour ceux qui souscrivaient. Ça montre bien que la dette devient aussi un instrument de souveraineté, de mobilisation nationale. Et plus tard, dans les années 1880, on voit même la dette grimper jusqu'à 115% du PIB. Un niveau très élevé. Mais pourquoi? Cette fois, c'est en partie pour financer des investissements. Des infrastructures, notamment les chemins de fer du fameux plan Freycinet, un grand programme d'équipement. Donc, une dette d'investissement, en quelque sorte. Oui, en partie, ce n'est plus tout à fait la même logique. Et après ça, on arrive à la Belle Époque, et là, le ratio dette-PIB redescend, vers 65% en 1913, c'est ça? Oui, voilà. Il y a une combinaison de facteurs, une croissance économique assez soutenue et une gestion budgétaire, disons, plus rigoureuse. Ça permet de réduire le poids de la dette avant le cataclysme de 14-18. Le XXe siècle, là, c'est vraiment les montagnes russes pour la dette. Les 2 guerres mondiales, ça a dû être terrible. Ah oui, les deux guerres font exploser la dette. On estime le pic après la Seconde Guerre mondiale, potentiellement entre 270 et 290% du PIB en 1944. 290%, c'est astronomique. Comment la France s'en sort? Alors là, c'est une période assez fascinante qui commence. Les 30 Glorieuses. En gros, entre 1945 et 1975. Et là, la dette publique française va littéralement fondre. Fondre. Sans faillite officielle cette fois. Elle tombe à un niveau plancher historique, autour de 13,5% du PIB en 1969. Mais comment c'est possible? C'est quoi le miracle? C'est une conjonction assez unique. D'abord une inflation assez forte, qui rogne la valeur réelle des anciennes dettes libellées en francs. Ah d'accord, l'inflation qui mange la dette. Exactement. Ensuite, une croissance économique très très dynamique,
près de 6% par an en moyenne dans les années 60. Impressionnant. Et puis, il faut le dire, une certaine discipline budgétaire sous la présidence de De Gaulle notamment. Donc inflation, croissance et discipline. Voilà. Incroyable retournement. Mais alors, qu'est-ce qui se passe après? Parce que depuis les années 70, on n'a pas vraiment l'impression que ça continue comme ça. Non, effectivement. Le grand tournant, on le situe vers 1974-1975, juste après le premier choc pétrolier. Qu'est-ce qui change? C'est un peu la fin de l'idée qu'on doit avoir un budget équilibré en dehors des périodes de crise. Les déficits publics deviennent chroniques, quasi permanents. Et la dette repart à la hausse. Elle entame une longue, très longue ascension. Elle était autour de 16% du PIB en 1974, et depuis, elle n'a quasiment jamais cessé d'augmenter, avec des accélérations lors des crises successives. Le deuxième choc pétrolier, le ralentissement de la croissance, la crise financière de 2008, bien sûr, et puis, plus récemment, la crise Covid-19. Le Covid, ça a joué beaucoup, non? Ah oui, absolument. Rien que la crise Covid, ça a fait bondir la dette. On est passé de près de 98% du PIB fin 2019 à 114,6% fin 2020, en une seule année. Waouh! Et une autre tendance de fond sur cette période récente, c'est la part croissante de la dette qui est liée à la sécurité sociale. Ça, c'est nouveau par rapport au siècle précédent. D'accord. Et on se situe comment par rapport aux autres pays? L'Allemagne, par exemple? Eh bien, sur cette trajectoire d'endettement depuis les années 70 et surtout depuis 2010, la France se distingue. L'Allemagne, par exemple, a réussi, elle, à réduire son ratio dette-PIB après la crise de 2010. Pas la France. Bon, si on devait résumer cette longue histoire en quelques mots, qu'est-ce qu'on retiendrait? On pourrait voir trois grandes phases, peut-être. D'abord, une dette royale, subie, et qui finit par être effacée assez violemment à la Révolution. Ensuite, au XIXe siècle, un outil au service de l'État, pour le meilleur, comme les investissements, et pour le pire, comme le financement des guerres. Oui. Et puis, enfin, depuis un demi-siècle maintenant, on est dans une dynamique de déficit quasi structurel et d'augmentation continue de la dette, marquée par les chocs économiques, mais aussi par les choix politiques. Les projections actuelles nous mettent d'ailleurs autour de 114% début 2025. Ça montre bien que la gestion de la dette, c'est toujours à la croisée de l'économie et du politique. C'est jamais juste technique. Le niveau d'inflation, la manière dont on réagit aux crises, tout ça façonne la trajectoire. Et la situation actuelle, avec ces déficits qui persistent depuis 50 ans et une certaine divergence avec des partenaires comme l'Allemagne, ça pose question, forcément. Et pour terminer, peut-être une réflexion pour nos auditeurs. L'histoire nous a montré des ruptures assez brutales finalement. La banqueroute de 1797 ou cette érosion massive par l'inflation pendant les 30 Glorieuses? Exactement. Ce qui soulève une interrogation pour aujourd'hui, non? Face à ces déficits qui semblent vraiment ancrés dans la structure de nos budgets depuis quasiment un demi-siècle, peut-on imaginer d'autres mécanismes pour infléchir durablement ces tendances? Des mécanismes autres qu'une crise majeure subie ou une inflation galopante qu'on ne maîtriserait pas? L'histoire donne des exemples de remise à zéro, mais sont-ils transposables? Sont-ils même souhaitables aujourd'hui? Voilà, c'est une question qui reste ouverte, je crois.